puis je préfère qu'on soit naturel entre nous. Disons que... Quel développement il compte faire, et de la ville d'Aulnay et de ses commerçants, est-ce qu'on veut la complémentarité ou l'opposition? Contrairement à ce qu'on pense, donc c'est pour moi non. Je vais le mettre non, mais c'est un non positif. J'explique. On nous présente Aéroville comme un site. Alors, si tu nous fais le commentaire tout de suite, on va démarrer. Comme tu veux, ah oui. C'est fait. On va se présenter et on démarre sur le sondage. C'est parti. Alors, on va se présenter, on va surtout te remercier de nous recevoir. Le but de notre sollicitation est lié à quelque chose d'un peu informel qui est un observatoire du commerce que l'on voudrait, dès l'élection, pérenniser, voir effectivement quelle peut être l'évolution du commerce et du commerce de proximité sur cette ville, et l'appréciation que l'on peut avoir des réponses qui nous sont faites par rapport à nos préoccupations, effectivement, peuvent avoir un impact sur notre vote à tout un chacun, sachant ce que l'on met principalement dans ce qui est le commerce de proximité, à savoir une ville qui ne serait pas une ville dortoir, une ville qui aurait un attrait lié à son commerce d'hier, mais surtout de demain. Et par rapport à ça, l'idée que l'on voudrait voir développée par les candidats que tu es, reste de voir si en faire se peut être pris. On te fera nos commentaires si besoin est, mais ton appréciation aujourd'hui, c'est celle qui est pour nous la plus importante, puisqu'on comparera aussi la position que vous avez les uns et les autres, sachant qu'il n'y en a qu'une personne que l'on n'interrogera pas, c'est le maire sortant, puisque par rapport au commerce de proximité, tout ce qui est son bilan plaide contre lui quelque part, ses prises de position sont extrêmement claires et explicites. Ces challengers que vous êtes sont plutôt ceux qui représentent pour nous une forme d'espoir quant à la façon de prendre en considération cette problématique. Ceci étant dit, ce sondage, effectivement, et tu nous le commentes au fur et à mesure que tu nous y réponds, va servir de base à notre entretien qui a deux volontés, d'avoir une vision macro du commerce, comme son nom indique, de la vision du commerce sur le nez et surtout sur son environnement, et qui pourrait avoir des répercussions sur la ville, et on réfléchisse à une vision plus locale de ce que peuvent être les solutions à apporter sur l'amélioration du commerce pour que cette ville ne perde pas son commerce de proximité, ne devienne pas une ville dortoir. Ça nous paraît, en termes de qualité de vie, quelque chose d'essentiel. Donc voilà, tu nous commentes au fur et à mesure que tu penses. La première question que vous avez posée, c'est pensez-vous qu'Aéroville, ouvert le dimanche, avec ses 200 boutiques et ses 12 salles de cinéma, impactera de façon significative Paris Nord? Je veux dire, oui, si on reste en état, et donc moi j'ai rempli non. Non parce que Aéroville est là, donc aujourd'hui on ne va pas revenir en arrière. Donc il n'y a aucune utilité de faire de la nostalgie. À l'inverse, on nous avait présenté un projet qui allait être ultra novateur, avec des concepts très nouveaux. Et finalement, comme tout un chacun, je suis allé, moi, dans la galerie, et j'ai vu une galerie qui, effectivement, esthétiquement, n'est pas désagréable, mais qui, en termes de magasins présents et concepts de circulation, pour moi, reste une galerie commerçante. Plus grande, plus large, aujourd'hui plus belle, mais elle est neuve, mais c'est toujours, on est toujours sur le principe d'une galerie commerçante, avec une concentration à un certain endroit, j'allais dire, de tout ce qui est restauration rapide, et une conciergerie qui effectivement peut donner une idée d'une galerie d'un niveau un peu supérieur. Donc, pour moi, charge aujourd'hui, si on compare Aéroville à Paris Nord, de se mettre sur les rangs, de s'adapter, non pas en termes d'horaire, mais en offre de services, en offre de produits. Et je ne dévoile pas ce qu'il y a ensuite dans votre sondage, mais pour moi c'est quasiment la philosophie qui m'a animé pendant cette campagne. C'est ne prenons pas les choses à l'inverse. Je ne veux pas qu'Aulnay deviennent soit, ou que même certains quartiers d'Aulnay soient des cités dortoirs.
En même temps, la vie moderne fait que les centres commerciaux sont là. Donc, quelle est aujourd'hui la vision novatrice qui fera que on permettra à certaines personnes, à certains moments, de retourner dans les commerces de proximité, et je pense en particulier à cette génération des 40 ans, qui ont eu aujourd'hui une situation professionnelle installée, qui font peut-être partie de cette nouvelle classe moyenne, et qui ont envie de service. Et on reviendra sur ce concept-là, en particulier sur les commerces du centre-ville. En même temps, on a besoin de déconcentration. Dans trop de quartiers, on dit qu'il n'y a rien ici. Et c'est pas normal non plus. Et moi, je pense aux personnes âgées qui, bien souvent, sont un peu nostalgiques de certains petits commerces qui existaient dans leur quartier. Là encore, on ne peut pas mentir. Aujourd'hui, c'est tellement difficile pour certains commerçants de lancer un commerce qu'on ne peut pas promettre un retour partout de certains commerces. Mais, dans un premier temps, pour moi, je fais le besoin des attentes. Et après, c'est qu'est-ce qui va faire qu'on trouvera des solutions pour que ce soit complémentaire. Donc, pour clore la première question, on reviendra sur ces sujets, c'est que, pour moi, aujourd'hui, Aéroville, demain, devrait être dépassé par un nouveau pôle novateur que serait le centre-ville, les commerces du centre-ville d'Aulnay, les commerces de la périphérie du centre-ville d'Aulnay, complémentaires d'une galerie commerçante qui est Paris Nord. Tout ça au service des Aulnaysiens. En prenant en compte les différences sociales, les différences sociologiques, les différences des moments de l'année. On pense en particulier à des choses toutes bêtes, la météo. On peut très bien, lors des beaux jours, être amené à être plus dehors, et lors de l'hiver, être plus à même à fréquenter des galeries commerçantes. Donc tout ça mettre à plat et faire en sorte que ce soit le pôle aulnaysien le plus attractif. Donc le pôle aulnaysien, je le répète, c'est commerce du centre-ville, commerce périphérique, le tissu, et le terme a du sens pour moi, un tissu commerçant dans d'autres quartiers que dans le quartier du centre-ville, et tout ça souché sur aujourd'hui un grand centre commercial qui existe, mais là encore, au Paris Nord. Quelle est la vision qu'on a pour demain? Moi, je suis un peu amer de savoir, par exemple, qu'Apple s'est installé à Rosny 2, alors qu'en bassin de population, la logique aurait voulu que le Apple Store vienne beaucoup plus à Paris Nord qu'à Rosny 2. Alors la deuxième question, puisque je me la posais à moi-même, c'est: pensez-vous qu'au Paris Nord, avec les travaux qui viennent d'être entrepris, les 14 salles de cinéma et les 6 restaurants, maintiendra son activité? Là, c'est une inconnue. C'est une inconnue parce qu'il y a eu, je remplirai ensuite, un attrait initial pour justement Aéroville, mais il y a de la curiosité, ce qui est assez normal. On l'a connu en Seine-Saint-Denis avec d'autres endroits, Domus. Lors de l'arrivée de Domus, les 4 premiers mois, c'était ampli, problème de circulation, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a un vrai reflux en termes de clientèle. Donc moi, je pense que pour certains commerçants, que ce soit dans le centre-ville et que ce soit à Paris Nord, il n'y a pas à s'affoler d'une arrivée massive de clients les premiers mois de l'ouverture d'Aéroville. Maintenant, là encore, Paris Nord, les salles de cinéma, c'est bienvenu. Mais ces salles de cinéma étaient nécessaires parce que là encore aujourd'hui, toujours en discutant, moi il y a ce qu'il y a sur le papier, il y a ce qu'on rencontre quand on discute avec des Aulnaysiens, des Aulnaysiennes, et en particulier nos plus jeunes en ce moment. Il n'est pas normal justement qu'ils aillent à Rosny 2 pour aller au cinéma, ou qu'ils aillent dans le 95. Donc il y a une offre de cinéma, c'est bien. Maintenant, là encore, et c'est un peu le parallèle que je fais en termes de culture, parce que pour moi le cinéma c'est la culture, que je vais faire avec les autres commerces. C'est encore faut-il que dans le centre-ville, on ne dise pas le monopole de la culture, c'est le cinéma de Paris Nord. Encore faut-il que la ville offre en centre-ville et dans certains de ses quartiers un autre éventail de structures et de produits, entre guillemets, culturels. Donc, est-ce qu'il maintiendra son activité? Oui. Pour moi, oui. Pensez-vous que la demande d'ouverture de Paris Nord le dimanche aura des conséquences négatives sur le commerce de proximité?
là aussi, je vais peut-être un peu être atypique, mais et volontairement provocateur. En état, oui. En état, si on laisse nos commerces, l'offre de commerce, l'environnement de commerce du centre-ville en état, oui, cette ouverture dimanche nuira au commerce du centre-ville. Sauf que dans mon programme, il y a une notion pour moi importante, c'est deux notions, partenariat-service. Je pense que de plus en plus d'habitants retourneraient vers le commerce de proximité si la notion de service était remise en avant. La notion de service, c'est le mieux de parking, pas le plus de parking des fois, hein, le mieux de parking. Et je pense à un exemple concret, c'est le maire de Neuilly-Plaisance qui a réussi pour redynamiser son marché forain, redynamiser son centre-ville, à installer un système de voituring. Et quand aujourd'hui, alors le mot complémentaire c'est partenariat, c'est pas le maire tout seul qui fait ça. Bien évidemment, il y a un partenariat avec les commerçants, avec les associations de commerçants. Il faut en discuter avec les habitants en particulier et les riverains qui sont autour du marché forain. Il faut en parler aux fonctionnaires aussi qui assurent le service, sauf qu'on s'est aperçu qu'en 2 ans de temps, ça a redynamisé, reboosté presque, même si le mot est impropre, le marché forain. Et il y a même eu des effets incidents, puisque c'est réouvert un poissonnier fixe en centre-ville, et se sont réouverts deux commerces de bouche, qui pour moi sont quand même les gages de la vitalité d'un centre-ville. Donc, pensez-vous que la demande d'ouverture de Paris Nord le dimanche aura des conséquences négatives sur le commerce de proximité? Oui, oui, sans vision, sans volonté politique. Non, moi, dans ce que j'aimerais défendre, je pense qu'il n'y a pas antinomie, il n'y a pas opposition. Aujourd'hui, sur une ville de 83 000 habitants, vous avez des sociologies tellement différentes, des profils tellement différents, j'allais dire, il y a des clients pour tout le monde. Encore faut-il effectivement qu'on pense cette notion de service. On ne va pas à Paris Nord pour justement aller chez un chocolatier ou chez un fromager. J'allais dire, je vais prendre l'exemple du fromager. La notion de service a son importance. Moi, je rêve aujourd'hui en tant que candidat, et je mettrai tout en œuvre demain en tant que maire, pour le retour d'un traiteur sur le boulevard de Strasbourg, pour le retour d'une grande brasserie familiale sur le boulevard de Strasbourg. Mais là encore faudra-t-il adapter ce commerce à l'attente de la population. Qui dit traiteur sur une artère comme le boulevard de Strasbourg, dit en même temps produit de traiteur adapté à une population qui arrive le soir par le RER et qui n'a pas non plus 3 heures pour faire ses commissions. Et ça aussi, c'est pas le maire de donner une impulsion et d'être à l'écoute tout en donnant une vision politique. Encore faut-il que qu'il y ait une vraie construction commune entre la puissance publique, les commerçants individuellement, les commerçants par leurs représentants et, encore une fois, les habitants. Donc, toujours dans l'optique de ma candidature, non pas cette fois-ci de client, dans ce cas-là, ce sera non. Alors qu'en état aujourd'hui, c'est oui. La 4e question, c'est pensez-vous que les 500 boutiques d'Europa City projetées au nord de PSA impacteront au Paris Nord? 500 boutiques, ça impactera tout le monde. Une polémique est née, et je tiens à préciser cette polémique ici, où d'autres candidats disent oui, mais alors il y a un discours quand on est au niveau local et il y a un discours quand on est au niveau de la région. Moi, je veux être très franc avec votre association, que je respecte. Quand on est conseiller régional, on fait partie d'un groupe. Et on a la discipline du groupe. Donc oui, sur Europa City, le groupe dans lequel je siège à l'UMP ne s'est pas battu contre Europa City parce que c'était une vision régionale. Et je préfère le dire parce que je n'aime pas les ambiguïtés. Donc au moins c'est dit. Aujourd'hui, candidat à la mairie d'Aulnay-sous-Bois,
dont le travail sera de défendre et les Olnésiens et la ville, et donc les intérêts de la ville et des Olnésiens, le projet d'Europa City tel qu'il est, effectivement, me fait beaucoup plus naître des craintes que des envies. Et des craintes sur Paris Nord et sur l'ensemble de la ville, avec une capacité, on passe de 200 à 500 boutiques. Donc je ne sais pas, je ne vais pas m'effrayer pour rien, le projet est en état, mais là encore, si on remplit les conditions des 3 premières questions, on réussira à lutter contre ce projet. Mais pas lutter pour qu'il ne se fasse pas, lutter pour dire, regardez, pourquoi aller voir là-bas puisque vous avez tout ici. Si on reste en état, effectivement, ce sera un facteur attractif pour des clients et à terme, ça posera problème, que ce soit pour Paris Nord ou que ce soit pour les commerces d'ici. Si oui, pensez-vous qu'il y en aurait un effet secondaire sur le commerce de proximité? Je viens de répondre oui, pareil. Mais non rien, c'est l'inaction qui fera qu'on sera victime. Si on rentre dans une phase de construction d'un pacte clair entre justement la puissance publique, les habitants, les commerçants, les responsables de Paris Nord pour dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, on peut effectivement mettre en place un produit où il y aura de la curiosité, comme pour Aéroville. Mais ce ne sera pas sur du moyen et du long terme. Êtes-vous commerçant? Non. Ça, on avait bien compris. Ça génère quelques questions, quelques appréciations ou commentaires sur lesquels on peut avoir envie de te faire répondre. Il y a des clients pour tout le monde aujourd'hui par rapport à ce que le SDRIF connaît mieux que moi, la volonté ou la nécessité pour les villes de résoudre un petit peu les problèmes de logement. Ça ne fera pas les chalands de demain pour l'ensemble de l'offre commerciale nouvelle, sauf à nous indiquer des choses que l'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, dans une situation qui stagne en termes de chalands, qui stagne en termes d'économie et puis de pouvoir d'achat, aujourd'hui, les clients qui vont ailleurs consomment ailleurs, ils ne reviennent pas consommer, et pour le peu qu'ils dépensent ailleurs, même s'ils ne sont pas dans la quantité que l'on peut craindre, il ne reste pas moins que c'est autant de chiffre d'affaires réalisé ailleurs. Pour information, pour ton information, la ville d'Aulnay, dans son unanimité, dans la mandature de Gérard Gaudron, et aussi les commerçants représentés ici, et puis les associations, eh bien nous étions, avec la ville de Gonesse, contre l'ouverture d'Aéroville. Il y a des procédures qui ont été engagées pour se dire, dans le contexte du nord-est parisien, ce centre commercial est de trop. Et ce centre commercial, aujourd'hui, ne fait que 200 boutiques. Le problème de l'arrivée d'une vision du territoire qui amènerait à accepter, au-delà de ce simple centre commercial, de 500 boutiques, c'est-à-dire un centre commercial qui est à lui seul plus grand qu'Aéroville et Paris Nord réunis, avec une attractivité qui sera complétée, je dirais, d'activités de culture, de loisirs, et comme ça a été indiqué sur le Parisien de vendredi, sur 3 pages, eh bien, les Gonétiens, mais tout le nord-est parisien, on sera en situation d'aller y skier. Ce qui veut dire quelque chose, que c'est quelque chose, non pas de monstrueux au sens premier du terme, mais qui a une telle importance que l'on ne peut pas considérer, ou difficilement, de mon point de vue, que l'impact d'un centre commercial et d'un projet d'une envergure internationale. L'article fait état que la piste de ski plus tout le restant, ça sera plus grand que Dubaï. C'est à l'échelle mondiale que l'on traite de l'attractivité de Paris pour tout ce qui est le traitement aéroportuaire, culturel, pour ne pas aller plus loin. Le fait de la réactivité des uns et des autres me paraît, par rapport à ce que tu nous réponds, une vision idyllique de ce que peut être éventuellement la situation auquel on risque d'être confronté demain. Les gens de Paris Nord ne nous disent pas tout demain. Ils ne nous disent pas tout parce que le 30 mai à Aulnay a été fait en conseil municipal
le bilan de la mandature de Gérard Segura, et entre autres sur les problèmes de commerce, et en fait il était clairement redit ce que les uns les autres disent officiellement, parce qu'on ne relaie pas, et effectivement, ce qui est la crainte des uns des autres. On est dans une concurrence des plus sauvages, des plus totales. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y aura des morts, mais on peut penser que si la politique veut reprendre ses droits, qu'il y a lieu d'accompagner et de faire en sorte que l'organisation de notre territoire, et qui tient compte du commerce, soit au moins harmonisée pour que potentiellement on ne construise pas d'ores et déjà des friches commerciales. Et en fait, on ne sait pas de quoi il en retourne, on commence à avoir des chiffres qu'on a sous le manteau de ce que sont les résultats d'Aéroville par rapport au Paris Nord, parce qu'il y a quand même, comme tu le disais, 50 boutiques de Paris Nord qui ont été se dédoubler, qui se retrouvent à Aéroville, donc on commence à avoir des chiffres. Aujourd'hui, ça n'a peut-être plus la fréquentation qu'ils espéraient, encore qu'on n'a pas les objectifs. Ce que l'on commence à connaître, c'est les résultats des boutiques de Paris Nord, qui sont quand même pas à la hausse, le moins s'en faut, et c'est presque normal, puisqu'il n'y a pas de challenge supplémentaire. Alors, la réactivité, on ne sait pas où le curseur va s'arrêter, le balancier, il se balance à droite, à gauche, en fonction de l'attractivité, il n'y a pas de clients supplémentaires, et j'essaie de comprendre où il ne peut pas y avoir d'impact ou pas d'impact, je dirais, significatif dans ce que peut être la façon dont le curseur s'arrêtera. Tu sais qu'il existe un organisme qui s'appelle EPA Plaine de France, qui a regardé, bien sûr, ce que sera l'avenir du commerce sur la zone, et c'est d'ailleurs en conseil municipal, à Aulnay, que l'on a demandé à EPA Plaine de France de faire des études commerciales. Elles ont été réalisées par le Crédoc et d'autres, et on a une vision du commerce à 2018 et à 2025, c'est-à-dire à 2018, Aéroville en régime établi, 2025, c'est l'ouverture du Repas City. Aujourd'hui, les études d'impact montrent déjà à 2018 ce que sera, je dirais, l'équilibre et la situation créée par Aéroville. Donc, je dirais que ton optimisme, je voudrais y céder, j'ai du mal, et je peux, si besoin est, vous pousser à la lecture détaillée de ce document, ne serait-ce que pour, derrière cela, obtenir, si tu es maire demain, c'est-à-dire si tu deviens membre du conseil d'administration de l'EPA Plaine de France, faire en sorte que ces études soient complétées du bilan en termes d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on nous vend de l'emploi sur le nord-est parisien, grâce à la création de toutes ces activités. Pour autant, en termes d'emploi, on ne fait pas le bilan de ce qui serait éventuellement perdu, et on mesure des choses, je dirais, à la marge, mais qui tentent à montrer, d'une forme d'interaction qu'il peut y avoir. Dans cette étude-là, on nous montre déjà que l'ouverture, la réactualisation, la remise à neuf du centre Galion impactera le centre des États. On a ça comme élément local pour dire quand quelque chose s'ouvre d'un côté, ça pose des problèmes directement à l'autre. Et quand on mesure ça à la hauteur de ce que peut être Repas City, j'ai du mal à penser qu'il suffira d'être réactif pour combattre ce phénomène. Les gens de Paris Nord eux-mêmes, le groupe Emerson, son patron, Stéphane Girard, je le cite pour la circonstance, nous a dit que si on veut supporter sans dommage demain la situation et l'arrivée de Repas City, il faudrait construire jusqu'à Survilliers. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation, on ne construira pas jusqu'à Survilliers, et Europa City, si les élus, les grands élus que tu désires devenir sur la Seine-Saint-Denis ne s'opposent pas à un projet qui est largement soutenu par les élus du 95, eh bien ça se fera. Et ça se fera au détriment de notre ville, qui deviendra une ville dortoir, ce que ne conteste pas Jean-Pierre Blasi, qui dit que nous sommes, nous les villes de banlieue, déjà devenues des villes dortoirs. On ne veut pas devenir une ville dortoir, et c'est bien en cela qu'on attend des solutions de ta part, surtout si tu le viens. L'optimisme, il n'est pas bien, on va en reparler. Tu parlais du Crédoc, on va reparler de la date, c'est devant moi, on est le 27 mai 2013, c'est présenté le 27 mai 2013, l'étude a donc été faite forcément pendant les 2 ans précédents, où, et on reviendra là-dessus, où n'avait absolument pas été pris en compte justement le facteur terrain PSA. Et pour moi, c'est un paramètre à prendre en compte. Je vais revenir après dessus. Un petit point de philosophie quand même. C'est pas parce qu'il y a Disneyland, c'est pas parce que quand tu parles d'offres gigantesques, le mot c'est pas monstrueux, pour moi c'est le gigantisme.
c'est pas parce qu'à Disneyland on offre une offre gigantesque que ça n'empêche pas certains petits Parisiens ou certains petits banlieusards d'aller jouer sur les manèges dans le parc des Tuileries, parce qu'en même temps, à côté du parc des Tuileries, il y a les mêmes jeux, en moins nombreux, mais en même temps il y a d'autres services. Ça leur permet d'aller visiter la place Vendôme, visiter l'Assemblée nationale et voir la place de la Concorde. Et cette philosophie-là, qu'on peut appliquer donc sur ça, on peut l'appliquer pour moi dans le commerce. C'est pas forcément de l'opposition, c'est de l'opposition ponctuelle, mais sur une échelle de temps moyenne et longue, on s'aperçoit qu'effectivement ce sont des produits tellement différents qu'après c'est la notion de choix et d'offre. C'est pas une rivalité, c'est différent. Quand on parle de ces études d'impact des commerces, je le répète, présentation en 2013, en mai 2013, personne ne pouvait savoir ce qu'allait effectivement devenir le terrain PSA. On parle bien du terrain PSA. Aujourd'hui, dans cette campagne, on parle du devenir du terrain PSA. Moi, j'ai affiché clairement quelles sont mes ambitions pour le terrain PSA. Arrêtez de mentir sur le fait que Peugeot veut vendre le terrain, c'est faux. Peugeot veut garder effectivement en tant que propriétaire le terrain. Et malheureusement, contrairement à ce que disait le maire sortant, Peugeot aurait les moyens, si on entrait dans une gesticulation de négociation en zappant la notion de terrain, à faire en sorte que le terrain devienne une friche industrielle. Et là, ce serait dramatique pour en souvent. Si on ne fait rien, on va peut-être attendre qu'un jour Paris Métropole soit en place et que le nouveau patron de Paris Métropole soit un monsieur Bartolone. Et là, effectivement, ce sera Paris Métropole qui s'occuperait de l'aménagement du site. Moi, je dis que c'est maintenant qu'il faut s'en occuper pour que ce soit justement la ville d'Aulnay qui s'occupe de l'aménagement de ce site. Pourquoi je parle de ce site? C'est à partir du moment où j'ai pris deux exemples concrets pour le réaménagement de ce site. Moi, je suis très prudent sur le nombre d'emplois. Moi, j'entends certains candidats, en particulier le maire sortant, parler de la création de 10 000 emplois sur le site du PSA. Moi, je n'en sais, et personne n'est capable de dire combien on est capable de faire revenir d'emplois. Par contre, on est capable de savoir quel type d'activité on veut faire revenir. Et j'ai deux exemples concrets qui me viennent en tête. L'exemple de Deer Park à côté de Rotterdam, et l'exemple de Technoom sur le territoire de Belfort. Pourquoi l'exemple de Rotterdam est intéressant? C'est un exemple qui a été travaillé par le groupe Vinci. N'oublions pas, tu es conseiller municipal d'opposition, qu'en 2012, le conseil municipal a voté une délibération mandatant le groupe Vinci pour faire une étude sur justement le devenir du site PSA. Et bizarrement, cette étude n'a jamais été donnée à la connaissance, au moins de l'opposition municipale. Et je pense quand même que le groupe Vinci a rendu des conclusions. Sauf qu'il n'y a effectivement que le maire sortant avec son équipe qui sait quelles sont ses conclusions. Pourquoi je fais le parallèle entre cet exemple de Deer Park, sur lequel va travailler Vinci, et ce qui s'est passé sur Technoom? Technoom, pour information, c'était le groupe Bull, qui était sur le territoire de Belfort, qui est parti, donc même schéma, un groupe monobloc qui quitte toute son activité, quitte le site, et on se dit qu'est-ce qu'on en fait? Et aujourd'hui, plusieurs années après le départ, on a plus d'emplois qu'il n'y en avait à l'époque. Vous le savez, moi, mon ambition sur ce site, c'est de réussir à faire en sorte que sur un terrain de 170 hectares, on fasse 70% d'activités industrielles, mixtes, petites, moyennes et grandes entreprises, mais qu'on mette sur ce site-là du service. On pense à l'innovation s'il vous plaît, à l'innovation et de la recherche. Non, par contre, ouais. On pense à l'innovation et de la recherche. On pense à ce qui peut se trouver dans l'esprit des futures guerres du contrat de développement territorial, la notion de service, c'est-à-dire que demain, si on fait venir des petites entreprises, des micro-entreprises, des laboratoires de recherche et d'innovation, il faut mettre demain du pressing, de la librairie, de la crèche, tout ce qui fait qu'on avait cette vision dans le Grand Paris. Ça, on est sur 70%, les 30% restants, c'est un grand pôle de formation où justement le problème majeur d'Aulnay étant les 30% de chômeurs de moins de 25 ans, on fait
du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur, de l'école de la réussite, souché avec des diplômes, souché sur le besoin des entreprises revenant sur le site. Et ça, c'est un tabou français qu'il faut faire tomber. C'est-à-dire qu'enfin, on fait une coïncidence entre le bassin de vie, le bassin d'emploi et le bassin d'activité. Pourquoi je dis ça? Parce que, peut-être naïvement, mais moi je pense que là, c'est pas de l'utopie. Parce que pour faire revenir, il faut avoir une vision politique. On a 2 exemples qui correspondent à cette vision. Il faut que la puissance publique y mette les conditions. Les conditions, elles sont relativement simples. Faire en sorte que les bretelles d'autoroute d'Aulnay-sous-Bois ne ressemblent pas à des bretelles d'autoroute de pays sous-développés. Donc il y ait de l'entretien, de la propreté. Parce qu'un investisseur, si vous le faites arriver par certaines bretelles d'autoroute, il repart. Il repart aussi rapidement qu'il est arrivé. Donc il faut que, effectivement, les dessertes routières soient propres, que la ville soit propre, que les conditions de circulation soient normales. Et on voit bien finalement que tout ce qu'on doit faire pour l'entreprise bénéficie à l'Aulnaisien et à l'Aulnaisienne en plus, et bénéficie à la vie et au tissu local. Bien évidemment la sécurité, parce que on a aujourd'hui un groupe comme Tendron qui va partir parce que tous les jours, ses camions sont siphonnés, la rue n'est plus nettoyée, là où il est installé, or il emploie 140 Aunaisiens. J'ai la faiblesse de croire que si on réussit à mettre ces conditions en place, et que 70% d'un site de 170 hectares est réaménagé, vous avez le retour de quoi? Pas de logement. Vous avez le retour d'une classe moyenne. Vous avez le retour d'une mixité sociale. Et c'est l'intérêt. Je le lis aussi à mon opposition au mitage, au bétonnage du secteur pavillonnaire. C'est que demain, une ville comme Aulnay-sous-Bois doit être capable d'offrir à un groupe qui arrive des pavillons pour ses cadres, du logement intermédiaire pour ses agents de maîtrise et du logement décent et habitable pour les ouvriers qui viendront dans son groupe. Et qu'on puisse organiser un parcours résidentiel. Et c'est là, pour moi, il n'y a pas de fatalité. C'est qu'à partir du moment où je fais revenir ce type de population, c'est le retour du pouvoir d'achat. C'est pas de l'angélisme. Et c'est pour ça que je me méfie toujours, moi, des études à moyen long terme. Que ce soit à la région, que ce soit des SDRIF sur 20 ans. Je crois à la vision du Grand Paris, telle que Nicolas Sarkozy l'avait déclinée en septembre 2007. Regardons comment cette vision a été défigurée depuis. On a un problème en France, c'est qu'effectivement, on ne réussit pas, que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite, à respecter le contrat initial qu'on a signé. C'est un problème. Donc là où je ne suis pas, pour moi, je ne suis pas aussi négatif qu'on pourrait l'être en faisant un constat lucide, c'est qu'en même temps, Aulnay est une ville qui a de tels potentiels en termes d'infrastructure et en termes humains qu'on a les capacités de faire en sorte qu'effectivement, il y ait la complémentarité que j'évoquais précédemment. Bon, moi j'ai bien entendu ce que peut représenter en termes de pouvoir d'achat tous ces gens, certainement encore au chômage, qui ont quitté malheureusement PDSA, et même si l'action de cette mairie s'est faite avec un temps de retard. C'est pas de cela dont je parle. J'avais cru comprendre que le fait de réindustrialiser le site et puis de recréer, je dirais, de l'emploi, c'était du pouvoir d'achat qui était dispensable. Moi, je parle d'attractivité territoriale de la ville d'Aulnay. Aulnay est une ville qui peut réattirer une nouvelle population, réattirer du cadre. J'entendais, on pourrait brosser toute la politique qui peut être menée par une collectivité. Parce que c'est ce qui s'est fait sur Technum. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui, où quand on met sur le site qui a été déserté par Bulle, le plus grand laboratoire de recherche, un des plus grands laboratoires de recherche informatique, arrive obligatoirement une population qui a un pouvoir d'achat. Non mais je l'entends, mais comme c'était pas notre objet de totalement de parler de ça, si on peut en parler, ça serait autrement. Non mais parce qu'il y a un effet incident pour moi, obligatoirement. Assurément. Pour autant, et compte tenu de l'ampleur du projet que l'on propose autour de chez nous, les études, elles n'ont peut-être pas la valeur qu'on pourrait le souhaiter, elles ont l'avantage d'exister, et qu'à la limite, ça vaut bien d'autres commentaires farfelus, pifométriques que l'on pourrait nous restituer. Aujourd'hui, comme je
le citais tout à l'heure, à part des bribes d'informations que l'on a sur les résultats d'Aéroville par rapport à Paris-Nord et inversement, on les a, mais sans les avoir, et on apprend ça sous le manteau. Et aujourd'hui, on arrive à leur faire dire tout et n'importe quoi, parce qu'on ne récupère rien de la CCI. Et en plus, Paris-Nord n'est pas très prolixe sur les informations que l'on pourrait avoir envie de récupérer pour avoir une vision objective du territoire au travers non pas de la situation uniquement d'aujourd'hui, mais celle de demain, puisque la préoccupation, tu as bien compris, aujourd'hui, c'est ce que peut être notre environnement commercial de demain et le style de ville dans lequel nous risquons d'être demain, au-delà de PSA, qui serait quelque chose à traiter en parallèle à ce dont on parle, mais pour autant, et parce que on ne veut pas prendre trop de ton temps, notre préoccupation, c'est demain, c'est le risque réel ou pas de créer les conditions d'une ville morte, comme l'annonce Blasi en ce qui concerne la banlieue, puisqu'il l'admet déjà pour sa ville de Gonesse. C'est des choses contre lesquelles on a peut-être nous-mêmes envie de lutter, et pour conserver cette qualité de vie, eh bien, ça passe certainement par le fait de limiter quand même l'offre commerciale, pour que le combat ne soit pas à ce point un couteau tiré, que demain, c'est peut-être, si on arrive à maintenir effectivement des activités à la hauteur de ce que l'on peut souhaiter sur notre territoire, c'est aussi des échecs forcément commerciaux de ces gens qui avaient comme volonté, je dirais, de venir sur le même territoire, prendre les mêmes clients. Donc, des questions, et des questions à la limite qui s'adressent à la population. Nous avons obtenu à ce qu'une enquête publique soit menée au deuxième semestre 2014 par la Commission nationale du débat public. Il se trouve qu'en Seine-Saint-Denis, contrairement au Val d'Oise, aucune réunion de concertation n'a été faite. Blasi, je le recite, fait sa campagne électorale sur Europa City. En Seine-Saint-Denis, on entend parler de rien. Et de surcroît, les articles, celui de la semaine dernière dans le Parisien, fait état d'un sondage qui a été effectué par le groupe Ipsos, qui fait état que les gens de la zone concernée par ce projet répondraient à 78% en faveur de ce projet. Et donc on se demande comment des gens de la Seine-Saint-Denis en particulier peuvent répondre positivement à un tel pourcentage à un sondage sur un projet que personne ne connaît. Donc nous, on a la volonté d'obtenir de la puissance locale à ce que le débat ait lieu précédemment à l'enquête publique. Donc à la limite, ça veut dire installer le 1er avril et pour un débat public au deuxième semestre, c'est-à-dire éventuellement immédiatement prendre le dossier d'information à bras-le-corps, aussi bien en tant que maire d'Aulnay que membre du conseil d'administration de PA Plaine de France, parce que vraiment, aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, personne n'est au courant de rien. C'est un débat, une discussion qu'on a eue hier avec la journaliste du Parisien des pages du Val d'Oise, qui fait ces articles-là dans les pages du 93 et qui ne sont corrigés de rien par Gwenaëlle Bourdon. Et elle attend d'ailleurs de notre part, demain, un résumé de nos conversations qu'on a avec les uns et avec les autres quant à votre appréciation sur ce qui est la seule préoccupation de notre entretien d'aujourd'hui, c'est l'évolution du commerce sur cette ville par rapport à ces enjeux macro et micro quand on sera à devoir les traiter. Donc, est-ce que tu es bien d'accord en devenant maire de cette ville, de mettre tout en œuvre pour que le débat de concertation qui a eu lieu sur le Val d'Oise ait lieu sur Aulnay, de façon à ce qu'on ait un débat public au deuxième semestre 2014 en toute connaissance de cause, et Dieu sait qu'on est très éloigné de l'information qu'il nous faudra avoir. Ouais, donc ça fait partie des engagements. Je me méfie tellement de la belle loi de 2002 sur la démocratie participative qui fait qu'aujourd'hui on parle de démocratie participative, mais à Aulnay, sur tous les sujets, on n'associe jamais la population, que ça fait partie des sujets où pour moi, il est bien évidemment nécessaire que le maire, qui quand il participe à un conseil d'administration, il est donc le mandataire de ses administrés, quand il vote, ils se disent « j'ai quand même un mandat informel parce que je sais ce que pensent les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes ». Donc un débat pour moi, ça n'est pas un frein ou un problème pour un maire, au contraire, ça va lui donner non pas la légitimité de l'élection parce qu'il l'aura, mais une autre légitimité de savoir vraiment ce que pensent les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes de ces débats. Mais je le répète, on est à un moment donné où on choisit cette élection politique, fait qu'on va choisir la ville de demain. C'est soit c'est Aulnay-sous-Bois où on construit 50% de logements sociaux sur les 2000 logements de logements sociaux qui vont être faits du garage Ford jusqu'au pompier sur Princet,
soit effectivement c'est la ville qui fait tout pour que les investisseurs et les grands groupes reviennent, et de la richesse revienne, et quand de la richesse revient sur un territoire, il y a obligatoirement un effet incident sur le commerce de proximité, sur les commerces, mais sur les commerces au sens très large, puisque ça a aussi une incidence sur l'immobilier. Donc ce sont deux visions. Cette campagne politique, contrairement à ce qui est souvent dit, ce n'est pas une campagne de politique politicienne, ce sont des visions différentes de la ville qui s'affrontent. D'un côté, une ville qui est complètement sclérosée dans un système qu'on tient par le clientélisme, l'assistanat et le communautarisme, qui fait que demain, on n'a aucun intérêt à voir s'épanouir, qu'on oser parler d'entreprise, oser parler de commerce, oser parler de qualité. Moi, je suis content que sur le boulevard de Strasbourg, on ait nos 3 bouchers, on ait nos 2 chocolatiers, on ait le fromager. C'est au contraire un signe de richesse. Je suis content quand je vois des articles disant à Aulnay-sous-Bois, il y a des Aulnaysiens aisés qui ont un pouvoir d'achat. C'est pas une maladie, ça n'est pas une maladie honteuse. Si ces Aulnaysiens ont les moyens et qu'ils dépensent leur argent dans nos commerces de proximité, dans la vie locale, au contraire, c'est un plus. Mais on voit bien que ma vision est fondamentalement différente et s'oppose. Moi, je parle d'entreprise, je parle de famille, je parle de développement. Et de l'autre côté, on parle de clientélisme, assistanat, communautarisme. Il y a une vision qui ouvre et une vision qui referme. Et il y a une incidence sur le commerce. Il y a une incidence sur quel client, quel service. Et là encore, il faut être très clair. Ce n'est pas l'apanage d'une classe sociale. C'est un état d'esprit. Quand demain, on réexpliquera à un papa de 5 enfants que je suis, que certaines fois, aller chez son boucher de proximité, acheter sa viande dans son commerce de proximité, on va peut-être avoir 1 ou 2 euros de plus au kilo, mais qu'on aura des produits qui seront adaptés. Parce que en prenant un exemple concret, vous avez 5 enfants, vous prenez des mini pour les 2 qui ont 3 ans, des moyens pour les petits et des moyens plus pour les adolescents et pour les adultes. Si vous allez dans votre supermarché où tout est standard, vous aurez les 7 mêmes steaks hachés. Et au bout du compte, vous paierez peut-être plus cher. Encore faut-il oser le dire certaines fois. Et là aussi, c'est un problème qui n'est pas olénien, qui est national. Il y a un problème d'éducation dans ce problème-là, qui est lié aussi au problème à l'éducation du goût, de redonner le goût aux enfants. Mais on a le même problème avec l'esthétisme en Seine-Saint-Denis. Reparler de beau à nos enfants. Tout bien entendu, le problème est dans les proportions et dans ce qui est effectivement une situation économique qui pourrait se modifier au travers de cette transformation du secteur en tirant la ville vers le haut, pour ne pas dire le pouvoir d'achat. Le problème, je le situe au travers de ce qu'est l'importance de la situation qui risque de nous être créée, puisqu'on parle là en l'occurrence au-delà de ce centre de loisirs, de ce centre de culture, et aussi d'un centre commercial de 500 boutiques. J'y reviens. Ta position me paraît effectivement plus claire que celle qui est obligée par solidarité de suivre à la région, et on ne peut que quelque part s'en féliciter. Derrière ton engagement, ce qui pourrait nous intéresser, ce qu'on a tenté de faire sans y arriver réellement, c'est d'obtenir l'engagement des grands élus de ce département. Alors, je pense aux sénateurs, parce que leur circonscription, c'est la totalité de la Seine-Saint-Denis, et l'impact d'un tel projet sur la Seine-Saint-Denis, ça englobe même pour Philippe Dallier, je dirais, pour l'île de Aulnay-sous-Bois par définition. C'est valable pour vos députés, et je vais dire, c'est valable pour tous les groupes du Conseil général que l'on avait en son temps consultés, pour lesquels nous n'avons eu aucune réponse. J'avais eu à traiter du problème avec Mme Valton sans y arriver. Et pourquoi on avait sollicité les groupes du Conseil général? C'est parce que Stéphane Troussel, qui voulait nous recevoir pour voir et nous expliquer la vision qu'il avait du territoire de demain au travers de ce projet, puisque il n'est question que d'un seul projet en l'occurrence, eh bien, nous a refusé, bien sûr, nous a annulé ce rendez-vous, et on a eu la volonté de voir le positionnement de chaque groupe. On n'a eu aucun groupe qui ne se soit prononcé et qui nous ait reçus, n'ait eu à nous transmettre la vision qu'ils avaient du projet, et donc leur crainte ou leur satisfaction. On n'a eu personne. Moi, je le rappelle parce que je franchis régulièrement la frontière départementale pour aller dans le Val d'Oise et pour
voir comment les choses, en termes d'information, pour ne pas dire de lobbying, voire de promesses électorales, se font. Aujourd'hui, il y a vraiment un travail de fond qui se fait. Au MIPIM, ce week-end, puisque ça m'a été donné dimanche, eh bien, le groupe Auchan continue à faire de l'information dans la France entière sur ce que sera effectivement ce projet du groupe Auchan. Aujourd'hui, dans la Seine-Saint-Denis, on n'a pas la connaissance du dossier, nos élus, on n'en est pas toujours sûr, alors qu'on a en face de nous des élus dans le 95 qui sont globalement favorables à ce projet, pour ne pas dire la CCI, et bon, je veux dire, j'en passe et des meilleurs. On a besoin d'un soutien, d'une mobilisation, ne serait-ce que pour arriver à ce débat public, je dirais non seulement avec une classe politique qui soit sensibilisée, qui connaisse et qui soit sensibilisée, et de préférence qui soit bien sûr dans une position d'hostilité à ce projet. Sauf à nous démontrer que notre inquiétude elle n'est pas justifiée, et dans ce cas-là on reviendra sur l'appréciation. Si en termes d'emploi, pour ce que nous vendent les gens du Val d'Oise et de l'Asie en particulier, le bilan en termes d'emploi nous amène à être des ringards, parce que le solde en termes d'emploi est plutôt positif que négatif, pour l'instant on nous vend que des emplois créés, on nous donne pas les emplois perdus, et qui pourraient être significatifs de commerces perdus et de rues qui deviennent des rues dortoirs. Donc on a besoin de ça. Alors avec les études que l'on peut, que l'on mérite de voir compléter, mais toujours est-il qu'il faut que ce travail-là continue, parce que tant qu'on nous cache ou qu'on ne nous donne pas les informations que l'on souhaite, on a vraiment l'impression qu'on nous les dissimule. Alors que dans un autre côté, je reprends toujours au Val d'Oise, eh bien on les donne, on fait du lobbying, et Blazy entend se faire élire sur le projet de Repas City. Nous, à 3 km dans la ville d'Aulnay, c'est à peine si on en parle, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tu as bien compris. On a encore 10 minutes de conversation et de bobine. Je ne voudrais pas aller plus loin. Une question de principe aussi. Sur la ville d'Aulnay, il peut y avoir aussi une forme de volonté, pour ne pas dire démagogique, qui consiste à dire on construit, on met des immeubles en pied d'immeuble. Il existe depuis 2008 un plan de préemption des baux commerciaux sur lequel la collectivité est censée porter son appui, son effort pour faire en sorte de mobiliser et de maintenir son commerce dans les zones déterminées, voire de l'étendre. Aujourd'hui, c'est un véritable échec. Je considère que le cadre noir est la manifestation la plus flagrante de ce que représente une tentative qui n'a pas abouti, c'est-à-dire non seulement d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre, et d'un autre côté, de ne pas avoir le moyen de ses ambitions. Donc ma question est la suivante, est-ce que, d'après toi, il y a lieu de reprendre en considération le périmètre de ces zones de préemption des baux commerciaux, qui signifie aussi la volonté de circonscrire à des zones bien déterminées, des endroits où il faudra savoir maintenir le commerce et où il faudra que la collectivité porte ses efforts. Ma philosophie sur ce problème-là, c'est-à-dire qu'on ne décrète pas l'activité commerciale. C'est-à-dire qu'on peut effectivement envisager ces périmètres, ne pas les changer, faire des sociétés d'économie mixte qui, dans certaines villes, s'occupent justement d'aménager ça. Mais si à la base de ça, il n'y a pas d'un côté une vision politique qui rencontre, s'il n'y a pas d'un côté une vision politique qui rencontre... On va être coupé au montage. Ouais. Si on n'a pas d'un côté une vision politique d'un maire qui dit voilà ce que je veux dans tel ou tel périmètre, et qui rencontre aussi non pas une attente, mais cette fois-ci une volonté des commerçants de dire on va aussi aider peut-être le nouveau venu, on va peut-être mettre en place les conditions générales pour que ça fonctionne, ça ne fonctionnera pas. Or je pense que l'outil technique pouvait être bon, avec la définition de périmètre, on fait de la préemption, mais si c'est à la fin, pour ne voir s'installer que des commerces qui n'apportent aucune plus-value à la ville, voire même qui aujourd'hui, on arrive à soit une dévaluation, soit un côté ridicule, je vais être méchant, c'est une installation d'un office du tourisme qui, au niveau du symbole, fait que pour le passant, ça ne lui amène à rien. J'aurais préféré le retour d'un poissonnier sur le boulevard de Strasbourg que l'installation d'un office du tourisme. Et là encore, c'est malheureusement le même système
que vis-à-vis des grandes entreprises, que vis-à-vis des investisseurs, c'est quels signaux lance-t-on? C'est lance-t-on? Quels sont les signaux qu'un maire va lancer à ses commerçants et à ceux qui aimeraient revenir? Un exemple concret. On a quand même des jeunes commerçants qui viennent d'arriver sur Aulnay il y a 6 mois. Le Chantilly. Un jeune couple de restaurateurs. Ils sont là depuis 6 mois. Bien sûr, depuis 15 jours, la mairie leur a mis des travaux qui bloquent toute la rue. Aujourd'hui, les clients ne peuvent plus accéder. En une semaine de temps, c'est 50% de chute du chiffre d'affaires. Désintérêt total de la mairie. Total de la mairie. Là, on est dans le cas concret. C'est quelle est la vision politique? Quel est le soutien pratique? C'est pas moral, c'est pas dire je vous comprends. C'est comment on fait concrètement. Et c'est là où on voit bien une philosophie qui fait que un restaurant de plus ou de moins sur Aulnay, non. Un restaurant de cuisine traditionnelle au sud d'Aulnay, là on n'a plus de restaurant, c'est important. C'est le travail du maire de le sauvegarder. C'est le travail de la... Oui, effectivement. Eh oui. Parce qu'il y a eu des travaux qui ont été effectués. Et moi je me coupe parce que j'ai tous les jours ce couple-là. Ce ne sont pas des amis, j'étais client. Mais pour moi, ils sont un symbole à eux seuls du ravage que peut faire une certaine vision politique sur le petit commerce de proximité. J'en aurais fini. Je donne tout de suite la parole à Henri pour qu'il nous développe ses préoccupations du centre-ville. J'ai envie de mettre l'accent, pour finir en ce qui me concerne, sur la vision et la coopération qu'a mise en place Ségura, le maire sortant avec la ville de Gonesse, dans le double objectif d'une réciprocité d'aide d'une commune vis-à-vis de l'autre et inversement, à savoir la ville de Gonesse d'aider Aulnay dans la réindustrialisation de son site de Pélissas. Donc c'est une entente qui ne dit pas son nom, qui a été arrêtée en conseil municipal, dont j'ai le nom des représentants de la ville, sans qu'il ne soit fait état de compte rendu et d'échange. Et surtout, c'est que la réciprocité, c'est pour la ville d'Aulnay d'aider la ville de Gonesse dans la réalisation du seul projet que porte le maire de Gonesse, à savoir ce multiplex, ce projet à horizon multiple, qui comporte entre autres ce complexe et ce centre commercial de 500 boutiques. C'est quelque chose qui nous a amené à ne pas tenter de recevoir le maire, s'entend, puisque sa position elle est tellement avérée, connue, voire même si elle est discrète. Ce qui nous intéressait, c'était plutôt de voir ses challengers et ses principaux opposants, ne serait-ce que pour être sûr de ce que seront leurs positions demain vis-à-vis de cet engagement au profit de la ville de Gonesse pour un complexe, je dirais, qui n'est pas de portée locale à la ville de Gonesse comme on l'entend trop souvent, mais qui est d'un intérêt de territoire au sens intercommunal du terme. Donc, je dirais, ce type d'engagement, on désire que... ou de renoncement à ce type de coopération avec la ville de Gonesse pour ce projet seul et unique soit revu. Je crois savoir que dans le cadre du SDRIF, d'ailleurs, officiellement, à cet endroit où il y a une pastille, semble-t-il, l'activité qui est prévue n'est pas Europacity en tant que telle. Ceci étant, il faudrait bien sûr que ça ne le devienne pas. Charge, c'est un vœu, que l'ensemble des élus du département rejoignent ceux que l'on connaît aujourd'hui, mais ils ne sont pas très nombreux, qui sont Archimbault, Assassi, Dillin, étonnamment, Bramy, Bayon, j'en passe les meilleurs. Mais on aurait tous les grands élus du département, toutes tendances confondues, à se positionner, à nous assurer qu'ils connaissent le dossier, à se positionner contre de préférence. On serait très heureux d'aborder cet débat public de fin d'année dans des conditions de soutien de la classe politique. Henri. 10 minutes. S'il n'y a plus de prise, c'est pas un problème. Bon, alors déjà, par rapport, il est un fait certain, c'est que Europacity, au même titre qu'Aéroville, et on le voit, toi qui as été, moi j'y suis allé plusieurs fois, la Chantilly a la vite tombée. Le problème, c'est qu'on a l'exemple de Domus, c'est-à-dire que la clientèle, au jour d'aujourd'hui, compte tenu de ce manque
de potentiel industriel, puisque énormément de sociétés de la métallurgie, Kodak, Westinghouse, Rato, Polymécanique et tout s'ensuit ont fermé, Bradix où j'ai travaillé. Donc ce sont des milliers et des centaines de milliers d'emplois qui n'existent plus dans le secteur où nous habitons. Le problème, c'est que la clientèle étant au jour d'aujourd'hui immuable, ça sera toujours la même clientèle qui se dépassera d'un pôle à un autre pôle. Donc le pouvoir d'achat qui sera gagné par l'un sera perdu par l'autre. C'est indéniable. Aujourd'hui, ça sera comme ça. Donc, alors, moi, dans mes réflexions, il y a des débats qui ont lieu, certains sont pour, d'autres sont contre, concernant l'ouverture du dimanche. De ces centres commerciaux. Moi je dis oui, c'est un plus, ça donne du pouvoir d'achat aux personnes y travaillant, seulement il faut légiférer, je ne sais pas comment, mais enfin si, c'est de mettre des horaires, c'est-à-dire que le dimanche matin, on sait qu'il y a énormément de marchés le dimanche matin. Donc il faudrait, oui, vous avez le droit d'ouvrir le dimanche, mais à partir de 14h. Oui, complémentarité voilà, et non opposition. Voilà, de 14h, admettons, à 20h ou 21h. Mais voilà, faut pas laisser, oui, vous allez ouvrir le dimanche, et puis ils vont ouvrir à partir de 9h. Non, il y a quand même une antériorité avec les marchés du dimanche dans la région, donc il faut que ça reste opérationnel, il ne faut pas qu'on y touche. Et pour ne pas y toucher, il faut que les autres ils soient encadrés et puis qu'ils aient des horaires à partir de 13h ou 14h, une fois que les marchés du matin sont fermés. Maintenant, on va revenir sur le commerce local. Donc, le commerce local, il ne peut fonctionner. Bon, moi, j'ai relevé des incohérences sur mes centres-gares. Moi, je vais te les citer après à toi, mais bon, c'est très facile. Éventuellement, je te ferai une photocopie de ce que j'ai marqué, et puis comme ça, tu pourras l'étudier et voir. On a un problème récurrent sur le stationnement au jour d'aujourd'hui, tout le monde le sait, mais c'est pas par un manque de place, c'est par rapport à un manque de civisme, c'est par rapport à une attitude inacceptable de la municipalité. À savoir qu'il y a déjà au moins, simplement sur le boulevard de Strasbourg, 35 places qui sont occupées tous les jours par les employés de banque, ils mettent le petit carton, 20 centimes, et ils restent toute la matinée pour 20 centimes. Et l'après-midi, idem. Il y a certains commerçants aussi. Donc ce qui fait qu'il y a 35 places qui sont perdues au point de vue taxes, c'est-à-dire que la ville, simplement sur le boulevard de Strasbourg, perd 70 000 € à l'année. Donc, et je ne compte pas le parc du Mont, je ne compte pas tout ça. Donc, le problème, c'est qu'ils perdent, mais les parkings de France ne perdent pas, puisqu'il y a eu des contrats signés, et ils sont obligés de compenser cette perte de recettes par des impôts que nous payons. Donc ça, c'est... au départ, il y a eu des baux précaires qui ont été installés, en l'occurrence les produits turcs, qui est juste un rond-point de la fantasme. C'est une bonne démarche au départ, mais seulement un bail précaire, c'est 2 ans. Ça fait 5 ans. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce qu'il y a un problème de concurrence qui n'est plus logique, parce qu'il y a un produit grec qui est un peu plus loin et qui vend les mêmes produits, mais il y en a un qui paye 1 800 € de loyer et l'autre paye 300. Donc celui qui paye 800, il est obligé de jouer sur sa marge pour la vente. Donc oui, c'est intéressant, mais il faut que ça soit voilà, 2 ans. C'est rentable, et bon, bah, après il prend une cellule au prix normal du marché, et puis après on remet un autre commerçant. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire évoluer le commerce. Bon, ça c'est l'histoire des... alors, là, je te demande d'intervenir. J'ai appelé moi la police samedi, parce qu'il y a de la vente sauvage qui se fait dans la place Pontoise. Ok, il y a les box. Ils ouvrent le samedi après-midi à partir de 14h, 15h, ils ouvrent les box
et ils font de la vente, alcool, cigarettes, produits alimentaires et tout ça. J'ai appelé le commissariat où le gars il m'a dit monsieur, dérangez-vous. J'ai dit attendez monsieur, je vous donne mon nom, mon prénom, ma fonction, et puis vous me dites de me déplacer. Moi je suis dans un commerce, je ne peux pas me déplacer. Donc il a réussi au bout d'un certain moment d'envoyer une patrouille, enfin disons les mecs en civil, les mecs ils ont été revoir, il n'y a rien eu de fait, hein. Ils sont repartis. Aucune procédure réglementaire. Aucune Et procédure. la peine non plus. La PM, pareil, tout le monde est au courant. Hein. À la mairie, tout le monde sait. Là sans faire de parti pris, mais pour moi, c'est dans un premier temps la police municipale. Ben oui, mais la police municipale, la mairie, la réglementation, tout le monde est au courant, personne ne bouge. Parce que là, on est en plein dans de la police administrative. Voilà, donc voilà, ça c'est inindexé parce que c'est de la vente sauvage, c'est de la... Ouais, on peut y Non, c'est le samedi. samedi. Oui, le samedi, oui. Faut qu'on y... Tu me fais penser, Ouais, samedi après-midi. Tu le dis samedi les après-midi. Oui, Là, j'aimerais bien voir. que le samedi après-midi. Donc voilà. Ça, tu comprends, hein, quand je dis ça. Non, mais je veux voir par moi. Ouais. Oui, bon, donc après, c'est si on veut... Je vais faire une parenthèse là aussi en film. Et je n'en veux pas, je vais prendre une vraie précaution. Ce ne sont pas les agents de la police municipale qui sont fautifs. Moi, les fautifs, ce sont ceux qui leur donnent et qui ne leur donnent pas des consignes. Oui, bien sûr. C'est la même chose où à Aulnay, le Placier, il est tout seul. Il n'y a jamais la police municipale avec lui. Ce sont deux entités très différentes. Alors qu'à Il y a Livry-Gargan, voilà, au remballage et au déballage, il y a la police On est municipale. bien d'accord. Absolument. Dans les usages. Mais je l'ai dit, je l'ai Eh oui. signalé, et tout le monde, mais personne ne bouge. Donc, alors, il y a un problème quand on parle du stationnement et quand on parle de la saturation sur le boulevard de Strasbourg. J'ai demandé, ça fait 5 ans que j'ai demandé, devant Franprix pour les livraisons. Ouais. Franprix met son camion, ce qui fait que ça bouche le boulevard de Strasbourg jusqu'à la gare. Il y a 5 potelets. Les potelets, c'est à déplacer, les ramener. Quand ils l'ont lancé sur la Société Générale, je sais ce que c'est. Voilà, non mais les ravancer vers le Franprix. Ce qui veut dire que comme c'est un stationnement en épi, les voitures avancent d'1 mètre supplémentaire vers Franprix. Donc ça veut dire que le camion il se met au cul des voitures en stationnement et la circulation est fluide. Puisque voilà, même les camions passent. Oui, c'est de l'aménagement. Bon, ça fait 5 ans que je demande, ça coûte rien. Il y a 5 carottages à faire. Hein? Quelle est la réponse? Oui, on va s'en occuper. Je vais me permettre une préconclusion, parce qu'on ne va plus avoir de bande. Et on continue en off, si ça veut bien encore marcher, parce que j'ai un doute là. C'est de te remercier de nous avoir reçus, d'avoir répondu à nos questions. Ça peut donner envie. Ceci étant, on fera un compte-rendu des différentes auditions qu'on a faites. On les transmettra demain aux Parisiens. J'espère qu'elles